Alimentée par des milliers d'affluents, l'Amazone traverse tout le continent sud-américain d'est en ouest. Le cours de ce fleuve est le plus puissant en termes de débit et le plus majestueux de la planète. Il s'étend sur près de 7000 km, depuis sa source dans les Andes jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique, au nord-est du Brésil. Son delta est une terre gorgée d'eau et peu habitée, paysage majoritairement intact et fascinant. Le climat tropical local permet une extraordinaire diversité de la faune et de la flore dont la population locale tire ses ressources et sa subsistance. Large de 250 km, l'embouchure de l'Amazone forme le plus grand delta du monde. Notre périple commence au nord du delta, dans une zone de jungle préservée et seulement accessible en bateau. Né en Allemagne, Christophe Jaster a grandi au Brésil. Il conduit une expédition au sein d'une zone protégée. Son équipe de scientifiques étudie la diversité de la flore dans le parc national de Tumucumaque. Ils ne peuvent atteindre leur destination qu'avec l'aide d'un pilote expérimenté. Il y a des passages d'1 mètre de profondeur, laissant à peine assez de place pour pouvoir circuler en bateau. Si on rate son coup, on est sûr d'endommager l'embarcation, voire de chavirer. L'autre risque, c'est que le moteur cogne contre un obstacle et soit abîmé. Il faut alors faire demi-tour, ce qui peut mettre toute l'expédition en péril. Au fil des heures, nous nous enfonçons de plus en plus profondément dans la jungle. Ici, il n'y a ni route, ni électricité, ni réseau. Seule la rivière ouvre une voie dans cette nature sauvage et impénétrable. Sous la cime des arbres, qui culminent parfois à quelques 60 mètres de hauteur, se cachent des mondes inconnus, encore jamais étudiés. Il nous est déjà arrivé de chavirer et de perdre une bonne partie du matériel. Ce parcours comporte toujours des risques. Le fleuve et ses rives recèlent en effet de nombreux dangers, comme les caïmans aux aguets sur les berges, ou les serpents et les piranhas qui évoluent dans ces eaux. Mais les chances de se faire mordre sont moins grandes que celles d'être touché par une anguille électrique. Et c'est loin d'être agréable. Certaines personnes peuvent même perdre connaissance et se noyer. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Cette anguille est capable d'envoyer des décharges électriques allant jusqu'à 5000 volts. La plupart des animaux du parc sont inoffensifs et farouches, à l'image de ces loutres géantes qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser plus de 20 kilos. Le dauphin rose de l'Amazone est l'un des quelques représentants de son espèce à évoluer en eau douce. Dans ses flots saumâtres, il s'en remet entièrement à son système d'écolocalisation pour trouver de petits poissons. Pour notre groupe d'explorateurs, le trajet en bateau se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit. Ce n'est qu'au crépuscule qu'ils parviennent à destination, à la lisière du parc national de Tumucumaque. Leur camp est situé à proximité de la rive. Lors de ses expéditions, Christophe Jaster utilise cet abri qu'il a construit de ses mains. Cela fait maintenant 7 ans que le scientifique a la responsabilité du parc naturel de Tumucumaque. Il est aidé par des autochtones qui ont une très bonne connaissance des lieux. Leur objectif, étudier la diversité de la faune et de la flore. Pour les botanistes et les biologistes, cette partie de la jungle constitue un véritable trésor. Il reste encore beaucoup d'espèces à découvrir.
Sobe aqui, passa pro... Subir aqui, passar pro outro, vai até o galho lá em cima. E deixa uma armadilha lá em cima. Assim. Un paresseux apparaît dans les entrelacs des branches. Quand il n'est pas en quête de nourriture ou en pleine dégustation de feuilles, ce mammifère passe le plus clair de son temps accroché à une branche, la tête en bas, se prélassant en toute quiétude. Les aïs, paresseux à 3 doigts, mènent une existence solitaire dans les arbres des contrées tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Quelques singes tamarins s'ébattent au milieu de la végétation. Le parc national de Tumukumake a été créé en 2002, en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, plus connu sous le sigle WWF. La superficie du parc, presque équivalente à celle de la Suisse, en fait la plus grande zone forestière tropicale protégée sur Terre. Et c'est cet organisme qui s'attelle à la défense de la faune et de la flore de cette contrée amazonienne. La diversité des espèces est ici sans égale. Outre les perroquets haras, on trouve dans le parc plus de 1000 espèces d'oiseaux. L'équipe de Christophe Yaster installe ses pièges à papillons. Ah bon? La variété de leur espèce est un indicateur capital pour témoigner de la bonne santé de la biodiversité locale. Est-ce que les zones protégées répondent bien aux objectifs qui leur sont fixés? Le Brésil traverse actuellement une crise économique profonde et l'environnement est toujours le premier à en faire les frais. Le parc couvre une zone immense, mais il nous suffit de regarder autour de nous pour constater que tout se passe a priori encore plutôt bien. Et nous espérons bien sûr que cela restera ainsi. Christophe Yaster se bat pour la préservation des zones protégées d'Amazonie. Mais de plus en plus de décideurs politiques ouvrent des pans entiers de ces territoires à l'exploitation de matières premières. Soudain, on distingue le chant d'un Wirapuru. Un orage se prépare. L'équipe rejoint le camp au plus vite. Ces averses soudaines ne sont pas rares sous les tropiques. Les proches eaux de l'océan Atlantique s'évaporent dans la chaleur intense du soleil équatorial. Puis, comme des rivières volantes, les vents transportent les nuages formés jusqu'en Amazonie, où ils se déversent et permettent cette singulière diversité floristique. Parvenus à l'âge adulte, ces arbres gigantesques pompent chaque jour du sol plusieurs milliers de litres d'eau, qu'ils restituent ensuite dans l'atmosphère. La combinaison de ces deux phénomènes extrêmes tropicaux, le soleil et la pluie, a pour résultat une croissance très rapide des plantes. Elle intensifie aussi le processus de leur décomposition, également favorisé par la présence d'une multitude de micro-organismes. Et les nutriments issus des plantes en décomposition forment une fine couche d'humus, qui permet à son tour la croissance de nouveaux végétaux. Ce perpétuel cycle de mort et de renaissance, opérant au sein de la nature, est un spectacle fascinant. Ici, les sols sont érodés en profondeur en raison des très fortes températures et des précipitations abondantes. Ce qui tombe sur le sol, qu'il s'agisse de feuilles ou de branches mortes, est aussitôt décomposé et assimilé par les plantes vivantes via leurs racines. Dans les régions tempérées, comme les forêts de feuillus d'Europe, les nutriments restent longtemps stockés dans le sol, ce qui n'est pas le cas ici dans la forêt pluviale tropicale. Quand cette couche d'humus disparaît, et c'est ce qui se passe avec l'arrachage et la déforestation, plus aucune végétation ne peut alors se développer.
Les fourmis, les insectes, les champignons, les bactéries, tous les êtres vivants ont une fonction bien spécifique dans l'écosystème. Leur immense diversité de formes, de beauté, est le résultat d'un processus d'adaptation aux conditions particulières de la forêt tropicale, qui a duré des millions d'années. L'équipe de biologistes relève ces pièges à papillons. Peut-être y a-t-il là une espèce encore inconnue. Si Laris da Rocha Fernandez trouve suffisamment d'espèces différentes de papillons dans les 2 semaines à venir, cette naturaliste pourra assurément en déduire que la diversité des espèces est restée intacte dans la région. Ce papillon agite d'abord frénétiquement ses pattes avant d'arrêter. C'est alors plus facile pour le tenir. On le photographie elle ouverte et elle fermée. Celui-ci ne fait pas d'histoire. Une même famille de papillons est composée de différentes espèces. Mais nous ne nous intéressons qu'aux familles, au nombre de 13. Étudier toutes les espèces de toutes les familles serait un travail trop colossal, même pour des spécialistes comme nous. On se rend compte que cette forêt est comme elle doit l'être, avec une immense diversité d'espèces et de formes. Ici, aucun arbre ne ressemble à un autre, même s'ils sont de la même essence. On en trouve des tout petits, mais aussi de véritables géants qui peuvent atteindre 60 mètres de haut. Cette diversité de l'écosystème forestier est déjà en soi quelque chose de fascinant. Afin que les générations à venir puissent encore jouir de cette diversité, il est indispensable de conserver ces zones protégées et de renoncer à les exploiter. Nous poursuivons notre voyage dans le delta de l'Amazone. Après avoir longé l'île côtière de Marajo, nous parvenons dans le système fluvial du Rio Tocantins. L'équateur traverse la ville portuaire de Macapá, située à l'est du delta. Ici, on a vraiment l'impression d'être au bord de la mer, tant l'Amazone est large. Près d'un cinquième des réserves d'eau douce de la planète passent par cet immense hydrosystème. À seulement quelques kilomètres de là, Nerivan cherche des fruits à capsules dans le maquis d'une forêt inondable, non loin du fleuve. Ces fruits assurent son revenu. L'eau du fleuve monte jusqu'à ce niveau à la saison des pluies, de janvier jusqu'à début août. Ensuite, c'est de nouveau la saison sèche, jusqu'au mois de janvier suivant. Dans les forêts inondables du delta règne un microclimat très humide. Nerivan sait exactement où chercher ses fruits. Comme la plupart des habitants de cette région, il est un descendant d'Indiens. Les noix de l'andiroba sont excellentes pour la peau et très recherchées en médecine. Nous autres, les habitants du fleuve, gagnons beaucoup d'argent grâce à elles. Cela signifie que cet arbre, jamais nous ne l'abattrons. Nerivan habite avec sa femme et leurs 2 enfants en bordure de la forêt, dans une maison de bois typique. Elle est montée sur pilotis pour se protéger des crues à la saison des pluies et des marées venues de l'Atlantique. Les fruits et les plantes médicinales de la nature environnante leur assurent un revenu modeste. Nerivan s'est spécialisé dans la production d'huile d'andiroba. Ses propriétés anti-inflammatoires sont appréciées en cas de problèmes dermatologiques ou de blessures.
Après la récolte, les noix sont bouillies puis stockées pendant plusieurs semaines jusqu'à leur fermentation. Leur contenu prend alors la texture d'une pâte molle qui libère peu à peu de l'huile. Cette pratique traditionnelle s'est presque totalement perdue ici dans le bassin amazonien. Beaucoup de jeunes ne savent même plus ce qu'est l'andiroba. Nous essayons de la faire revivre dans notre commune. La nature nous aide à vivre. Le matin très tôt, je vais cueillir des noix d'andiroba. Après 10 heures, je récolte de l'açaï, ce sont des baies de palmier, et l'après-midi, je vais pêcher. Nerivan part pour l'autre rive de l'Amazone, dont la largeur à cet endroit avoisine les 50 km. Avec son frère Macagero, il a décidé d'aller rendre visite à des proches dans la petite ville d'Afua, où ils ont grandi. Les bateaux chargés de minerais et de soja en provenance du bassin amazonien parcourent ici le delta, avant de se lancer dans la traversée de l'Atlantique. On ne cesse de croiser des gaiolas. Ces bateaux à étages, typiques du delta, sont le principal moyen de transport local. Ils sont plus résistants à l'impétuosité des courants que de petites embarcations. Le courant de l'Amazone est très intense. Et lorsqu'il se heurte à la pression de l'Atlantique, cela engendre des vagues et des tourbillons qui peuvent être dangereux pour une petite embarcation. On risque de chavirer et se noyer. Mais l'Amazone fait partie de notre vie. Pour nous, il est comme un organe de notre corps. Nous ne pourrions pas vivre sans lui. Tandis que Nerivan et Macagero mettent le cap sur leur ville natale, notre voyage continue en direction de l'île de Marajo. D'une superficie comparable à celle des Pays-Bas, elle est la plus grande île côtière du monde. Ici, les habitants appelés ribeirinhos tirent profit des ressources des zones côtières et vivent de la pêche. L'intérieur de cette île gigantesque n'est accessible que grâce aux Ipagos, ces forêts sans cesse inondées et typiques du delta. À l'image de la plupart des habitants du coin, José Gonçalves et sa femme vivent de la vente des baies d'açaï issues de leur plantation de palmiers. Ses amis l'appellent quadrinha, quart de portion, en raison de sa petite taille. Mais son poids-plume se révèle être un réel avantage pour le métier qu'il exerce. Comme presque tous les jeunes de la région, il a commencé en grimpant au sommet des palmiers pour y récolter les baies d'açaï. L'île de Marajo est la plus grande et la plus productive région de culture au monde où l'on récolte ces baies, recherchées pour leurs multiples vertus médicinales et nutritives. Aujourd'hui, José est assisté de ses fils et de ses nombreux neveux dans cette cueillette laborieuse. Il ne pourra pas exercer encore très longtemps ce travail périlleux. Ces palmiers sont petits, mais dans la forêt vierge, ils sont beaucoup plus grands et il est plus difficile d'y grimper. J'ai déjà eu quelques accidents. Une fois, j'ai fait une chute de 10 mètres. Heureusement, j'ai atterri dans de l'eau et de la boue, ça m'a sauvé. Mon cousin, lui, a eu moins de chance. Il est maintenant en fauteuil roulant. Dans chaque famille de l'île, on déplore au moins une victime d'un tel accident. Mais comment récolter ces baies moins dangereusement? Personne n'a encore trouvé de méthode plus sûre. La famille de José possède des centaines de palmiers. Elle réserve une partie des baies à sa consommation personnelle et revend le restant à une coopérative.
Sonia, l'épouse de José, plonge les baies d'açaï dans de l'eau très chaude pour les ramollir. De la pulpe, elle extrait une sorte de pâte aigre-douce de couleur violette, élément de base de l'alimentation locale. Des saisonniers apportent davantage de corbeilles. L'açaï est aujourd'hui considéré comme un produit aux vertus exceptionnelles, en raison de sa haute teneur en vitamines et des nutriments qu'il contient. La demande mondiale est en constante augmentation. Le bateau de la coopérative transporte une partie de la récolte de la journée jusqu'à la ville voisine. Sonia sépare la pulpe peu épaisse du noyau dans une sorte de mixeur. Tous les gens de la région aiment l'açaï. On en mange toujours au cours du repas principal. Une cuillère de riz, une cuillère d'açaï. Mais moi, je fais différemment. Je mange d'abord le plat principal et ensuite l'açaï. José a rendez-vous avec RD, le chef de la coopérative locale d'açaï. La population de Marajo se concentre en lisière des forêts inondables. Avec son labyrinthe de bras d'eau, l'archipel est un vrai paradis tropical. Les habitants vivent ici en harmonie avec la nature, sans en détruire l'équilibre. José vient acheter de la nourriture dans le magasin de la coopérative au bord du rio Canatico. La femme du chef a ouvert ce petit commerce il y a seulement quelques mois. La coopérative regroupe une centaine de familles et commercialise leur récolte d'açaï. Mon exemple montre à quel point ça marche bien. Après la création de la coopérative, mon revenu a augmenté de 60%. Aujourd'hui, nous sommes mieux organisés. La comptabilité et les déclarations d'impôts sont plus faciles à effectuer et nous travaillons avec de plus grandes quantités. Avant, chaque récoltant devait tout commercialiser tout seul et à des prix plus bas. Belém, capitale de l'État du Pará, est située sur la partie est du delta. C'est le port le plus important du bassin amazonien. Les bateaux de pêche y accostent après minuit. Les prises rapportées par les pêcheurs et proposées sur le célèbre marché de Vero Peso ne proviennent pas seulement du fleuve, mais aussi du delta et de l'Atlantique. Le piraïba, un gigantesque poisson-chat, certains d'entre eux peuvent atteindre les 200 kilos, est l'un des poissons les plus convoités du bassin amazonien. Au marché couvert, de nombreux porteurs livrent les poissons pêchés la nuit, soit plus de 100 tonnes par jour. Le môle se vide après le lever du soleil. Les grossistes se sont servis. Quant aux autres, ils devront faire avec ce qui reste. La vente de poissons commence alors dans le marché couvert de Vero Peso, l'un des plus célèbres marchés aux poissons du monde. En effet, l'abondance des poissons de l'Amazone dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Dans le fleuve et ses affluents évoluent plus de 2200 espèces différentes, bien plus que dans l'Atlantique.
ou que dans les rivières d'Europe qui comptent à peine 150 espèces de poissons. Dans une autre partie du port, les embarcations chargées de baies d'Assaï livrent leur cargaison. Le port de Belém est la principale plaque tournante du commerce de ces baies tant convoitées. Une partie de la récolte du delta est transportée par bateau vers l'intérieur du pays. Une autre va à Sao Paulo et Rio de Janeiro, et le reste est vendu à l'étranger. D'autres sources de revenus pour les habitants du delta: les plantes médicinales, les racines et les graines. Sur le marché aux plantes, derrière le grand marché couvert, Miraci da Silva vend plus de 50 produits différents: feuilles, racines et teintures. Ces mélanges d'herbes sont connus ici pour lutter contre les inflammations, les problèmes de prostate ou encore pour stimuler la libido. Cette bouteille, c'est la perle de mon étalage. Elle convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est bon et c'est un médicament efficace. Tu secoues et tu en bois 3 fois par jour quand tu te sens faible. Ça met le malheur de côté et ça rend de bonne humeur. Le professeur Wagner Barbosa, de l'université de Pará à Belém, étudie la médecine traditionnelle par les plantes pratiquées par les autochtones. Certains principes actifs qu'il a étudiés à l'Institut sont à présent utilisés dans les hôpitaux publics. En ce moment, on vend bien cette plante. On en fait une décoction. D'abord, il faut bien la laver et la broyer, puis la mélanger avec de la menthe. Toute la plante? Non, juste le bulbe. Il n'y a que lui qui a des vertus médicinales. Cela fait maintenant 20 ans que je fréquente ce marché aux plantes médicinales. Pour moi, c'est une véritable mine de connaissances. Ici, on trouve des plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un trésor culturel fondé sur l'expérience des indigènes. À l'est du delta, le rio Tocantins rejoint la baie de Pará, reliée à l'Amazone par un affluent. Ici, du côté est de l'île de Marajo, l'élevage des buffles a fait reculer de nombreuses forêts inondables, les Várzea. La ferme Bom Jesus, non loin de la ville de Sor, n'est pas sans rappeler les ranchs des westerns. Cet élevage compte environ 1000 buffles d'eau. Ils paissent en toute quiétude dans ces gigantesques prairies ponctuées de zones inondables. La présence de ces buffles sur l'île est due à un incroyable hasard. Il y a de cela plus d'un siècle, un navire chargé de ces bovins en provenance d'Asie a fait naufrage au large de ses côtes. Les buffles ont réussi à rejoindre l'île de Marajo et se sont acclimatés à cette nature sauvage, au milieu de nombreux oiseaux tels que les spatules rosées, les hérons ou les ibis rouges. Depuis, d'autres races de buffles ont été importées, notamment en provenance d'Italie. Carlos et 2 autres cow-boys veillent sur le troupeau. Mon quotidien, c'est de surveiller les buffles et de faire attention à la ferme. S'il y a des problèmes, nous en informons la vétérinaire et nous lui demandons de venir soigner les bêtes. L'élevage de buffles est très lucratif. Leur viande est fortement demandée. De plus, ces gigantesques troupeaux n'exigent que peu de personnel et les prairies et l'eau sont disponibles en abondance. Mais vu du ciel, on constate l'étendue des surfaces nécessaires à ces élevages et à quel point les forêts inondables ont été décimées. 800 000 buffles vivent sur cette partie de l'île de Marajo
et seuls quelques centaines de grands propriétaires terriens en profitent. Ils n'ont chacun que quelques employés et sont prêts à faire valoir leurs intérêts avec une détermination sans faille. Engagé dans la défense de l'environnement, Joao Mireyes plaide pour une agriculture durable qui profite au plus grand nombre et ne met pas à mal les ressources naturelles. Les buffles sont des animaux très lourds. Or, l'écosystème local est très fragile. On ne dirait pas, mais c'est la réalité. Les lieux de passage des animaux à la saison sèche se transforment à la saison des pluies en de nouveaux bras d'eau. Les buffles détruisent ainsi de plus en plus l'écosystème local, les mangroves et les forêts inondables de la région. L'élevage de bétail n'est pas la seule menace pour le delta. Année après année, de vastes étendues du territoire amazonien sont sacrifiées au profit de la production de viande. Faute de nutriments, les prairies n'ont la capacité de nourrir les troupeaux de bovidés que durant quelques années. Après, les éleveurs poussent leurs troupeaux vers de nouveaux territoires. Les fermes de soja qui produisent de la nourriture pour bétail à destination de l'Europe et de l'Asie détruisent aussi d'immenses zones de forêt pluviale. Au cours des 30 dernières années, presque un quart de la forêt vierge amazonienne a été abattue et sa fine couche d'humus irrémédiablement saccagée. Pourtant, son exploitation continue. Joao Mireyes rédige des livres sur la fascinante biodiversité du bassin amazonien pour que les gens prennent conscience du trésor qui est en péril. La destruction de la forêt vierge est due à l'élevage de bétail et à l'agriculture intensive, principalement le soja et le maïs. C'est une conséquence de notre alimentation basée surtout sur la consommation de viande. Si l'humanité ne change pas ses habitudes alimentaires, nous allons au-devant de graves changements climatiques et nous serons privés du bassin amazonien. Sur l'île de Marajo, une grande partie des forêts inondables est encore préservée. Et là où les buffles ne viennent pas paître, les mangroves sont intactes le long des côtes. Tous les jours, Sebastião Figueiredo et son fils Gledison parcourent la mangrove qui s'étend juste devant leur porte. C'est elle qui les nourrit. Un spectacle rare s'offre à eux. Une jeune panthère noire traversant les flots. Ces fauves ne se montrent presque jamais. Et la plupart du temps, ils ne se déplacent que la nuit. Pendant que son fils veille sur l'embarcation, Sebastião part à la chasse. L'air est étouffant, chaud et humide. Les moustiques pullulent. Les racines restées à l'air libre permettent de visualiser le niveau maximal de montée des eaux. Les marées de l'Atlantique sont en effet nettement perceptibles ici, à quelques 40 km de l'océan. Ces conditions de vie extrêmes ont engendré une grande diversité d'espèces dans cette mangrove, ainsi que des formes de vie inhabituelles. Chercher des crabes est une activité pénible, parfois sans succès, mais elle assure quand même à Sebastião un revenu moyen d'environ 200 € par mois. Il n'a jamais pu aller à l'école et est d'autant plus content de pouvoir nourrir sa famille avec les délicieux crabes qu'il déniche dans la mangrove. Ce n'est pas vraiment l'époque des crabes, car ils sont actuellement en train de muer.
Il est difficile de les attraper car ils sont gluants. Et ils sont également difficiles à vendre. Plus tard, lorsqu'ils seront recouverts d'une nouvelle carapace, ça sera mieux. À cette période-là, j'en capture environ 300 par semaine. Mais les restaurants payent mal, alors qu'ils les revendent bien plus cher. Enfin, si j'arrive à en attraper beaucoup et à les vendre à un bon prix, je suis satisfait. Aujourd'hui encore, une partie considérable de la population locale se nourrit des crabes et des poissons. L'embouchure de l'Amazone se situe sur le parcours de nombreux oiseaux migrateurs. En provenance d'Amérique du Nord, des milliers d'oiseaux de marais viennent s'y installer en attendant la fin des rigoureux mois d'hiver nordiques. Pour différentes espèces d'ibis, les mangroves du delta sont aussi un lieu de repos et de nidification privilégié. Dans le village de Praia do Pesqueiro, en bordure de la mangrove, le temps semble s'être arrêté. Depuis des générations, les habitants de la baie de Para vivent de la pêche et des produits tropicaux. Léonilde, Sarah et Sebastiana partent chercher des plantes médicinales dans la mangrove sur la côte atlantique. Elles mettent à profit la marée basse pour accoster dès l'aube dans la mangrove sans risquer de trop se mouiller les pieds. Un anihinga, surnommé oiseau-serpent, attend sa proie. Des haras bleus et des hoazins huppés réchauffent leur plumage sous le soleil matinal. Des centaines d'espèces de perroquets peuplent la région amazonienne. Ils se nourrissent de graines, de fruits, de baies, de fleurs et de petits insectes. Ces trois femmes travaillent bénévolement pour Erva Vida, une organisation à but non lucratif qui produit et distribue des remèdes à base de plantes. Pour récolter et travailler écorces, feuilles et racines, elles font appel au savoir-faire de leurs ancêtres. Ces derniers ont vécu dans ces forêts pendant des siècles, loin de toute civilisation et sans l'aide de la médecine moderne. Cette plante s'appelle l'acris. Quand j'étais petite, ma mère utilisait la sève laiteuse de ces feuilles quand je me blessais. Quelques gouttes de sève appliquées sur la plaie et ça guérissait. Cette plante aide aussi en cas d'éruption cutanée, d'irritation et d'inflammation douloureuse. La sève arrête les démangeaisons et aide à la guérison. Ici aussi, en bordure du delta, dans la baie de la petite ville de Maruda, les sédiments et les alluvions donnent une couleur brunâtre à l'eau. Sur la rive s'est installée toute une troupe d'ibis falcinelles, avec parmi eux les fameux ibis rouges. Cette espèce vit dans les régions côtières du Venezuela et à l'embouchure de l'Amazone.
Une fois par semaine, les femmes d'Erva Vida se réunissent pour fabriquer leurs produits. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à nos produits médicinaux. Ils passent nous voir et faire des achats. Beaucoup reviennent parce qu'ils ont été guéris et veulent nous remercier. Et ils veulent que nous continuions à produire. Elle réalise non seulement des produits médicinaux, mais aussi des cosmétiques. Ces plantes sont d'abord bouillies dans de l'eau. La décoction obtenue est ensuite diluée avec de l'eau savonneuse pour produire un shampoing aux herbes que les préparatrices versent finalement dans des bouteilles. Elles élaborent ainsi une vingtaine de produits naturels et cosmétiques dans leur officine. De vastes plages dessinent le paysage de la côte atlantique à l'est du delta. Sur l'île d'Algodoao, des voitures hippomobiles transportent denrées et touristes. Un dernier symbole qui montre que le delta de l'Amazone garde encore tous les atouts d'un paysage naturel fascinant, encore largement préservé.